Il est venu avec un sourire et une caméra. Il a dit qu'il était là pour raconter l'histoire de l'Afrique. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il ne tournait pas un documentaire. Il cartographiait des secrets. Il ne cherchait pas la vérité. Il traquait des cibles. Tout a commencé discrètement. Un homme à la peau claire, aux chaussures propres et à l'accent français a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou avec un visa touristique et un badge de presse accroché à sa chemise. Il a dit aux douaniers qu'il était journaliste indépendant, venu comprendre les défis sécuritaires du Burkina Faso et partager les voix locales avec le monde. Il a souri, parlé un français fluide et déclaré admirer le courage du président Ibrahim Traoré. Il est rare de voir de jeunes dirigeants africains tenir tête à l'Occident. A-t-il dit, les gens l'ont cru. Pourquoi ne l'auraient-ils pas fait? Il était poli. Il offrait de l'UF aux chauffeurs de taxi, distribuait des stylos aux écoliers, achetait du thé dans les marchés de village et prenait des photos de coucher de soleil et de chèvres. Mais derrière l'objectif de sa caméra, il filmait autre chose. Au cours des semaines suivantes, le journaliste a visité des endroits où la plupart des reporters ne vont pas. Il est resté près des camps militaires, a marché le long des voies ferrées et a interrogé des gardes locaux sur les itinéraires de transport et les expéditions minières. Lorsqu'un soldat a plaisanté, vous posez plus de questions que notre propre commandant. L'homme a ri et répondu, c'est ainsi que les journalistes apprennent la nuit. Il séjournait dans une maison d'hôte en périphérie de la ville. Personne ne l'a jamais vu boire ou faire la fête. Mais ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Il passait des appels internationaux chaque nuit sans jamais utiliser de carte SIM locale. Il ne publiait pas ses reportages en ligne, ne taguait personne. Il prétendait que tout serait diffusé dans un rapport spécial européen. Et pourtant, il n'y avait ni articles, ni signatures, ni rapports publiés en France. Au début, les locaux pensaient qu'il était simplement excentrique. Mais une nuit, lorsqu'il a été vu près d'une tour radio restreinte, les choses ont changé. Les services de renseignement burkinabés ont commencé à l'observer discrètement. Ils ont suivi ses déplacements, cloné sa carte SIM sans toucher à son téléphone, enregistré ses emails, textos et messages vocaux. Ce qu'ils ont découvert n'était pas du journalisme, c'était de l'espionnage. Et lorsque le président Traoré a vu les preuves lui-même, il n'a pas ordonné de raid. Il a fait quelque chose de plus intelligent. Il a invité l'espion à poser ses questions directement devant la nation, devant les caméras. Les caméras de presse tournaient silencieusement pendant que les chaises étaient déjà installées. Une petite conférence de presse avait été annoncée à Ouagadougou, organisée par le bureau de la présidence, mais contrairement à l'habitude, il n'y avait ni dossier de presse, ni questions impromptues, ni journalistes de CNN, BBC ou RFI. Juste quelques journalistes locaux triés sur le volet et un nom ajouté à la liste des invités à la toute dernière minute. Julian Morel, journaliste indépendant, France. Il est arrivé seul, vêtu d'un pantalon beige, d'une chemise blanche et du même badge de presse qu'il avait montré à l'aéroport quelques semaines plus tôt. Pas de trépied, pas de cameraman, juste son sac en bandoulière, son carnet de notes et un léger sourire en coin. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. En entrant dans l'enceinte, il a salué les gardes comme s'il était chez lui. « Je suis ici pour le point presse du président », a-t-il dit avec assurance. Un soldat a hoché la tête et lui a indiqué la direction. Mais derrière l'uniforme, les yeux du soldat l'observaient attentivement. À l'intérieur, la pièce était silencieuse. Peut-être trop silencieuse, les caméras tournaient déjà. Un microphone se tenait au centre. Il n'y avait que 6 chaises pour les journalistes disposées en demi-cercle. Julien s'est assis tranquillement, a ouvert son carnet et a regardé autour de lui. Personne ne lui a souri.
Personne ne l'a salué. L'atmosphère était froide, mais il n'y a pas prêté attention. Il pensait que c'était normal. Peut-être était-il nerveux face à un journaliste européen. Puis, la porte s'est ouverte et le président Ibrahim Traoré est entré, homme droite, vêtu non pas d'un costume, mais de son uniforme militaire. Il ne semblait ni fatigué, ni pressé. Il semblait prêt. Julien s'est levé et a tendu la main. « Monsieur le Président, c'est un honneur. J'espérais. » Traoré a serré sa main fermement et a répondu « Vous avez posé beaucoup de questions sur nous. Morel, aujourd'hui, je vais y répondre. Mais d'abord, j'ai quelques questions pour vous. » Julien a cligné des yeux. Était-ce un piège? Il a souri nerveusement. Feignant. La détente. Bien sûr, c'est à cela que servent les interviews. Mais ce n'était pas une interview normale, car Ibrahim Traoré n'avait pas invité un journaliste, il avait invité un espion, et les minutes suivantes allaient révéler à quel point la trahison était profonde. Les questions ont commencé. La lumière rouge de la caméra clignotait doucement. 6 journalistes étaient assis en silence, carnets ouverts, mains immobiles. Au centre se tenait le président Ibrahim Traoré, calme, posé, sans papiers en main. En face de lui, Julien Morel ajustait son col. Il avait l'habitude de contrôler les interviews, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Traoré ne souriait pas, il ne présentait pas de politique, ni ne lisait de déclaration. Il étudiait. Monsieur Morel, a commencé Traoré. Vous êtes dans notre pays depuis 23 jours, n'est-ce pas? Oui, Monsieur le Président, a répondu Julien, stabilisant sa voix. J'ai recueilli des histoires, filmé des locaux, essayé de comprendre. Comprendre quoi? Julien a hésité. Les défis auxquels votre peuple est confronté, security, infrastructures, relations étrangères. Traoré a hoché la tête lentement, puis s'est tourné sur le côté. Un soldat s'est avancé en tenant un dossier scellé. Vous avez visité 9 zones adjacentes à des installations militaires. A poursuivi Traoré, vous avez enregistré 3 sites stratégiques déguisés en interviews avec des gardes. Julien a cligné des yeux. La pièce était devenue plus froide. Je suis journaliste, a-t-il dit. C'est ce que nous faisons. Nous allons là où sont les histoires. Traoré s'est approché. Et est-il également normal pour les journalistes d'envoyer des emails cryptés à 2 heures du matin à des serveurs enregistrés à Abidjan? Demanda Traoré. Julien se figea. Une journaliste locale tourna la tête, choquée. Le soldat ouvrit le dossier et brandit une photo. Julien, de nuit, son ordinateur portable allumé, avec un client de messagerie cryptée affiché à l'écran. Puis une autre. Julien, devant une tour radio-militaire, téléphone en main, et encore une autre, des captures d'écran de messages envoyés à un homme bien connu des services d'armes de renseignement burkinabé, un sous-traitant militaire français opérant sous couverture diplomatique en Afrique de l'Ouest. Le visage de Julien perdit sa couleur. « Je peux expliquer » balbutia-t-il. « Alors s'expliquer » répondit Traoré. Mais Julien n'avait plus de mots. Il n'était plus sous pression d'une simple interview. Il était maintenant sous enquête. Traoré se tourna vers les caméras. Cet homme dit être venu pour comprendre notre peuple, mais en vérité, il est venu pour enregistrer nos faiblesses, cartographier nos mouvements et envoyer nos secrets à l'étranger. Il n'est pas venu raconter notre histoire. Il est venu écrire la sienne. Puis, il ajouta cette phrase qui ferait le tour du monde. Que le peuple décide si ceci est du journalisme ou une trahison. Le silence dans la pièce était plus assourdissant que le tonnerre. Julien Morel était venu pour exposer l'Afrique, mais désormais, c'est l'Afrique qui l'exposait. La main de Julien tremblait
Alors qu'il atteignait son sac, la salle restait silencieuse, les caméras toujours en marche. L'atmosphère avait changé. Ce qui avait commencé comme une simple conférence de presse s'était transformé en procès public, en chute feutrée, et il était la cible. Monsieur Morel, dit calmement le président Traoré, niez-vous ces photos, ces messages, ces enregistrements. Julien ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il transpirait, non à cause de la chaleur, mais parce que son plan, quel qu'il ait été, s'effondrait. Un second soldat entra, portant un ordinateur portable noir, celui de Julien. Saisi la veille, sans même qu'il s'en aperçoive, Traoré hocha la tête. L'écran fut allumé. Montrons-lui quelque chose, dit-il à la salle. Un projecteur illumina le mur. On y voyait une carte en temps réel du Burkina Faso avec des épingles sur des routes pétrolières, des sites miniers et 2 dépôts militaires non identifiés, trouvés dans un dossier intitulé à examiner. Côte d'Ivoire, clean, dit Traoré. Des exclamations de stupeur retentirent dans la salle. Julien secoua lentement la tête. Je ne voulais pas. Ce n'était que des notes. Je ne les ai pas envoyées, cette... Alors expliquez ceci. Cooper Traoré. Il leva une feuille contenant un email imprimé. Cybles. Mouvement prévisible. Sécurité du palais faible, près de Westgate. Zone propice au placement d'éléments futurs. Le visage de Julien devint livide. « Ce n'est pas moi, c'est faux, » murmura-t-il. Ce message a été envoyé depuis votre messagerie cryptée à 2h17 du matin. Depuis une maison d'hôte, en zone 3, nous ne fabriquons pas de preuves, Monsieur Morel. Nous se les recueillons. Les journalistes locaux fixaient la scène, certains murmurant des prières, d'autres simplement stupéfaits. L'homme blanc, qui marchait autrefois avec assurance, tremblait désormais. Ses mensonges se déliaient. Fil par fil, il était venu avec un plan, mais il avait sous-estimé le pays, il avait sous-estimé ses services de renseignement, et surtout, il avait sous-estimé l'homme en face de lui, le président Traoré. Marcha lentement vers le micro, il n'était pas en colère. Il ne cria pas, il regarda simplement la caméra et dit « Voilà ce qu'il nous envoie. Pas de l'aide, pas des excuses. Des espions, avec des caméras, qui se font passer pour des journalistes. Ils pensent que nous allons sourire et nous taire. Mais ce temps est terminé. » Puis, il se tourna une dernière fois vers Julien. « Pêche, tu es venu chercher des histoires. Maintenant, tu es l'histoire. » En sorte. Et d'un geste simple, il donna l'ordre, emmenez-le. 2 gardes s'avancèrent. Julien Morel ne résista pas. Il baissa simplement la tête et sortit comme il était entré. Sauf que cette fois, il n'avait plus la caméra en main. Il était dans le cadre, au coucher du soleil. La salle de presse était vide, les caméras remballées, les chaises repliées. Mais, ce moment, la confrontation entre le président Ibrahim Traoré et Julien Morel avait déjà quitté la pièce. Il était partout. Le premier extrait vidéo est apparu sur les réseaux sociaux à peine 1 heure après l'événement. On y voyait Traoré demander calmement « S'appelez-vous cela du journalisme ou de la trahison ?» Puis sont venues les images, l'écran de l'ordinateur, les cartes militaires, les courriels interceptés. Et enfin, l'homme blanc, le journaliste français, quittant la pièce en silence, encadré par 2 gardes. Internet a explosé au Burkina Faso. Les gens se rassemblaient dans les cafés, chez eux, dans les marchés, pour revoir les images, encore et encore. Un homme s'est exclamé. Il a attrapé un espion en direct à la télévision. Une grand-mère, dans un village près de Kaya, a murmuré. On a attendu longtemps pour voir un président se tenir droit comme ça dans toute l'Afrique de l'Ouest. La vidéo s'est propagée comme une traînée de poudre. TikTok, WhatsApp, Facebook.
Partout, les gens regardaient Adrien Traoré renverser le récit. Ils sont venus nous étudier, mais c'est nous qui les avons étudiés. Voilà comment on leur répond avec des faits, pas avec la peur. À Sago, les étudiants ont peint une fresque murale de Traoré avec les mots « L'Afrique a des yeux maintenant ». Au Ghana, un tweet devenu viral affirmait « Il n'a pas élevé la voix, mais il a élevé la norme ». En revanche, en France, la réaction fut différente. Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué froid. Nous examinons la situation et attendons un traitement équitable pour tous les citoyens. Mais ils n'ont rien dit sur les preuves, rien sur les cartes, rien sur les emails, rien sur le lien avec Abidjan, parce qu'ils ne le pouvaient pas. Pendant ce temps, à l'intérieur du Burkina Faso, Julian Morel était officiellement arrêté, non pas pour avoir été journaliste, mais pour surveillance non autorisée et atteinte à la sécurité nationale. Il fut transféré dans une installation sécurisée en dehors de la capitale. Mais à ce stade, il ne s'agissait plus seulement de lui. Il s'agissait de chaque micro utilisé pour capter des secrets, chaque poignée de main, accompagné d'une condition cachée, chaque photo prise avec des visages souriants et des intentions doubles. Le président Traoré ne fit aucun autre discours, il n'en avait pas besoin. Le monde entier avait déjà entendu ce qu'il avait dit dans cette salle. Et tu es venu chercher des histoires. Maintenant, tu es l'histoire. Et tandis que la vidéo continuait de devenir virale, une chose devenait claire à travers toute l'Afrique. Ce n'était pas seulement une question de capturer un espion, c'était se lever contre eux tous. Toute la vidéo s'était retrouvée en ligne avant même que la salle de presse ne soit vide. Tout avait commencé avec un simple extrait de 40 secondes, le président Ibrahim Traoré, debout calmement devant les caméras, disant « Tu es venu chercher des histoires, maintenant tu es l'histoire ». Puis, les gardes escortant Julian Morel, le prétendu journaliste français, hors de la pièce, in silence, sans cri, sans drame, juste la vérité. C'est tout ce qu'il a fallu. Dès le soir, la vidéo avait déjà atteint des millions de vues. Sur TikTok, au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Mali, des utilisateurs la republiaient avec des légendes comme « Voilà comment on protège son pays ». Il l'a démasqué sans même le toucher. L'Afrique est réveillée. Au Burkina Faso, les boutiques ont cessé de passer de la musique. Elles jouaient la conférence de presse à la place. Les jeunes se retrouvaient au coin de thé pour la revoir sur leur téléphone. Les anciens hochaient la tête en silence devant leur radio. Une femme au marché a dit « Avant, ils venaient avec des fusils. Maintenant, ils viennent avec des caméras à la télévision. » C'était encore plus fort. Les journaux nationaux ont diffusé l'extrait en boucle, pas seulement la sortie de Morel, toutes les photos de Julien devant des zones militaires, l'ordinateur avec les cartes sensibles, le mail à un contact à Abidjan intitulé « Entrée du palais visibilité faible ». Personne ne pouvait nier, même pas le gouvernement français. Mais ils ont quand même essayé à Paris. Ils ont publié une déclaration brève. Nous suivons la situation et veillerons à ce que notre citoyen soit traité équitablement. Mais ils n'ont pas mentionné les preuves. Yushi n'ont pas nié. Ils n'ont même pas tenté d'expliquer parce qu'ils ne pouvaient pas. Pendant ce temps, en Afrique de l'Ouest, le sentiment était tout autre. Ce n'était pas seulement l'arrestation d'un espion, c'était la révélation du piège. Et le fait de le briser, à travers les frontières, un même message était partagé. Assise, Julian Morel, l'homme venu avec un sourire et une caméra,
était maintenant retenu dans une base militaire sécurisée. Pas d'interview, pas de badge press, passe de public. Il a demandé à parler à un avocat de l'ambassade de France, mais Traoré a donné sa réponse publiquement. Nous avons une affaire plus grande à juger et elle appartient à l'Afrique. Et ainsi, l'homme qui était venu pour exposer les autres était désormais celui que l'on exposait devant le monde entier. La conférence de presse était terminée. Julian Morel avait disparu, non pas hors du pays, mais dans un centre de détention militaire en attente de procès. Le monde avait tout vu. La vidéo avait atteint chaque recoin du continent, mais le président Ibrahim Traoré est resté silencieux pendant 3 jours. Il n'a prononcé aucun mot à la presse. Il n'en avait pas besoin, car les preuves parlaient d'elles-mêmes. Mais au 4e jour, il est sorti du palais, non pas pour se tenir derrière un pupitre, non pas pour s'adresser aux journalistes étrangers, mais pour parler à son peuple. Le décor était simple, une cour d'école, les enfants assis au sol, les agriculteurs au fond, des commerçants, des chauffeurs, des étudiants, même des soldats. Tous étaient venus, personne ne tenait de discours préparé, aucune note dans ses mains. Il s'est tenu debout, sous le soleil, et a dit « Ils nous observent depuis des années, pas pour nous aider, mais pour contrôler ce que nous disons, ce que nous construisons, ce que nous rêvons. » Ils ont envoyé un homme avec une caméra, mais ce n'était pas une caméra, c'était une arme braquée sur notre avenir. Il a regardé la foule et de continuer. Cet homme a dit qu'il était journaliste, mais sa carte mémoire contenait plus de cartes militaires que d'interviews, plus d'emplacements stratégiques que de citations, plus de cibles que de vérités. Il n'est pas venu raconter notre histoire. Il est venu pour la voler. Le peuple resta silencieux. Certains hochaient la tête, d'autres pleuraient. Et alors, il a dit une phrase qui allait résonner dans toute l'Afrique. À celui qui tentera encore, à celui qui viendra avec des sourires, des mots doux et des fils tranchants cachés dans son sac. Ne prenez pas notre silence pour de l'aveuglement. Nous vous voyons maintenant. Cette seule phrase est devenue un mouvement. Sur les murs de Ouagadougou, on pouvait lire « Nous vous voyons maintenant » dans les vidéos TikTok au Ghana, au Nigeria. Nous vous voyons maintenant dans les amphithéâtres universitaires de Dakar à Dar es Salaam. Nous vous voyons maintenant. Il n'y eut aucune autre arrestation. Aucune ambassade ne fut prise d'assaut. Aucun chaos. Juste un message calme, brûlant comme une flamme. Vous nous avez appris à tenir une caméra. Maintenant, nous savons comment la pointer en retour. C'est ainsi que cela s'est terminé. Pas de coup de feu. Pas de crise. Juste un homme pris à son propre jeu et un continent rappelé à sa puissance. Car cette fois, l'Afrique ne s'est pas tue,